La Logan de Dacia Renault a été une innovation majeure. La petite berline 3 corps a donné naissance à toute une lignée de véhicules badgés Dacia. La Logan NCV, la Sandero, la Duster, la Logi et maintenant la Docker. L'histoire de la Logan est une formidable aventure industrielle. Et elle a trouvé ses héros. Bernard Julien, Yannick Lang et Christophe Midler. Ils ont écrit un livre que je n'hésite pas à qualifier de remarquable, l'épopée Logan. Et j'ai le grand plaisir, aujourd'hui, d'accueillir pour nous en parler l'un de ses auteurs, Bernard Julien. Bernard Julien est maître de conférence à l'Université de Bordeaux, il est spécialiste en économie industrielle et est également directeur général du GERPISA. Bernard Julien, bonjour. Bonjour. Un mot peut-être avant de commencer. Le GERPISA, qu'est-ce que c'est ? Le GERPISA est un réseau international de recherche en sciences sociales sur l'industrie automobile. Il existe depuis une trentaine d'années et a vocation à fédérer les recherches qui se font un peu partout dans le monde sur cette industrie capitale pour les économies, la dynamique industrielle, l'exportation, etc. Ok, nous voilà fixés. Donc revenons-en à la Logan. Alors, j'ai qualifié la Logan d'innovation majeure. En quoi est-elle une innovation ? En quoi est-elle plus qu'une voiture bas de gamme à 5 000 euros ? C'est une innovation majeure parce que, comme toutes les innovations majeures, il y a un avant et un après, et il y a des règles du jeu et une donne concurrentielle qui change avec l'innovation. C'est-à-dire que la manière de voir le marché, la manière de voir les clients, la manière de concevoir les politiques produits, les implantations industrielles est affectée par le fait que cette innovation ait eu lieu. C'est vrai chez Renault, et puis on commence à voir poindre chez Toyota ou chez Volkswagen des initiatives du même type qui nous disent toute une série de choses sur l'industrie et ses transformations, et qui sont porteurs effectivement d'un modèle qui pourrait ne plus être demain celui que nous connaissons aujourd'hui. En ça, c'est une innovation majeure, oui. Parce que ça a été une innovation en conception, parce qu'on a conçu cette voiture de façon à ce qu'elle soit dans la marge des 5 000 euros. Ça a été une innovation en matière d'industrialisation, de commercialisation aussi. Oui, alors c'est d'abord une innovation conceptuellement, je dirais, parce qu'on avait l'habitude d'aller à l'international avec des produits qui étaient au fond des ressucés de ce qu'on avait déjà fait dans les pays mûrs. Donc on a considéré que les marchés émergents avaient des caractéristiques suffisamment spécifiques pour qu'on y dédie un produit. Et puis faisant cela, on s'est aperçu qu'on avait oublié toute une partie des marchés mûrs qu'on a redécouvert à cette occasion-là. Et on a découvert en particulier qu'il y avait une clientèle qui s'était détournée du véhicule neuf depuis longtemps et qui n'achetait plus que des véhicules d'occasion, et qu'il y avait là de toute une valeur qui avait été perdue par l'industrie. Donc ayant cette intuition-là, il a fallu effectivement, pour suivre ce fil, remettre sur la table la manière de concevoir les produits, la manière d'ajouter sans cesse des choses. Il a fallu revenir dessus, donc casser ces règles que s'était données Renault comme tous les autres constructeurs. Il a fallu revoir la manière dont on avait envisagé les usines et traité les fournisseurs. Et puis il a fallu aussi et surtout refaire le pricing, refaire la distribution et finalement apprendre à faire dans des enveloppes beaucoup plus réduites pour des clientèles qui jusqu'ici n'étaient tout simplement pas traitées par l'offre des constructeurs. Alors une chose qui m'a intéressé dans ce livre, c'est outre la Logan, vous montrez comment cette innovation s'est diffusée, est devenue toute une gamme de produits, et vous racontez aussi comment elle a un peu échappé à ses promoteurs, puisqu'il y a notamment la commercialisation en France n'était pas prévue, le fait qu'elle s'appelle Renault en Russie n'était pas prévu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment cette lignée s'est créée de véhicules ? C'est un petit peu ce qui fait de Logan une épopée. C'est parce qu'effectivement, comme toutes les innovations majeures, elle dépasse assez vite les ambitions qu'avaient eues pour elle ses promoteurs. Et il a fallu à Renault suivre en permanence cette innovation qui lui échappait et faire preuve d'un assez grand opportunisme pour à la fois corriger les erreurs qui apparaissaient, en particulier les erreurs de diagnostic sur les marchés. Une de celles-ci a consisté à voir comme débouché principal les pays d'Europe centrale et orientale au départ. Et puis on s'est aperçu que ces marchés-là ne se développaient pas en termes de véhicules neufs en tout cas, puisqu'ils s'équipaient massivement en véhicules d'occasion. Du coup, il a fallu recentrer le produit sur des marchés où il pouvait avoir un avenir. Ça a été la Roumanie qui a réussi à préserver son marché contre le véhicule d'occasion. Ça a été des marchés comme le marché russe. Et puis ça a été aussi, bien sûr, le marché français ou le marché allemand qui ont été étonnamment accueillants
à ces produits-là par rapport à ce qu'avaient imaginé au départ les concepteurs. Donc Renault a dû, au fond, suivre cette innovation qui échappait à ses promoteurs pour finalement lui faire les voyages nécessaires vers les lieux où c'était nécessaire. Et puis, sur le produit, il y a eu de la même manière l'idée de partir avec un tricorps, mais très vite on s'est aperçu que le tricorps, ça ne marchait pas au Brésil, par exemple. Du coup, pour le Brésil, on a fait un véhicule bicorps qui s'appelle la Sandero. Ce n'était pas prévu du tout au début. Alors ça a été envisagé assez vite, mais au tout début, non. Oui. Au tout début, on était sur l'idée de faire le produit pour les émergents, un peu comme on avait imaginé une Palio chez Fiat autrefois. Et puis, Renault, s'apercevant que c'était un outil de développement majeur dans les émergents et un outil de reconquête majeur pour les clientèles qui s'étaient détournées du véhicule neuf dans les pays mûrs, a suivi cette innovation-là et a effectivement conçu toute une lignée de produits et a aujourd'hui renouvelé Logan et Sandero en même temps qu'ils ajoutaient Logi et Docker. Il y a eu des échecs aussi. L'Inde, ça n'a pas été un succès. La Chine, où en est la Chine aujourd'hui? Alors, sur la Chine, on a eu une forme de Yalta entre Renault et Nissan, comme chacun sait. Et comme c'était plutôt Nissan qui devait traiter ces marchés-là, Nissan a refusé, au fond, d'utiliser la plateforme qui avait été conçue par Renault, a essayé de développer sa propre plateforme. Et finalement, Logan n'a pas trouvé là-bas le marché qu'espérait pour elle Schweitzer au début. Donc ça a été un échec. Et donc les volumes sont finalement aujourd'hui un peu en deçà de ce qu'espérait Louis Schweitzer. Par contre, évidemment, comme c'est le cas pour Renault en général, le fait d'être exclu de Chine a conduit à être beaucoup plus attentif à des marchés majeurs, parmi les marchés émergents, comme le marché russe ou le marché brésilien. Et aujourd'hui, ce qui fait le succès de Renault en Russie ou au Brésil, c'est très clairement cette gamme dite Entry chez Renault. Et c'est évidemment très intéressant parce que ça correspond à la capacité d'une entreprise comme Renault de réussir avec d'autres armes et d'autres arguments que ceux que l'on considère d'habitude comme étant les armes majeures des constructeurs automobiles. J'entends le premium. D'accord. Et justement, vous soulevez avec les autres auteurs dans le livre une question intéressante. Est-ce que la stratégie Logan pourrait être une alternative à la stratégie des constructeurs actuels, représentée par Volkswagen, qui est de partir du haut de gamme et de descendre en gamme progressivement? Est-ce que la Logan, qui finalement, si j'ai bien compris, part des besoins minimaux des utilisateurs pour plutôt monter en gamme, est-ce que ça pourrait être une alternative face à la dominance d'un Volkswagen? Oui, alors clairement, ce qu'il y a de très intéressant dans Logan, c'est que c'est à la fois low cost et très profitable. Or, dans l'industrie automobile, les analystes et l'ensemble de la presse professionnelle et des acteurs sont à peu près convaincus qu'il n'y a de salut, pour la profitabilité en tout cas, qu'à condition d'être haut de gamme. Et par conséquent, le fait même que Renault dégage des profits très élevés sur cette gamme-là indique qu'il n'y a pas de one best way dans l'automobile et que la voie suivie pour réussir par l'industrie automobile allemande n'est pas la seule qui soit envisageable. Et ça, c'est évidemment extrêmement important de le souligner parce qu'on a aujourd'hui une tentation allemande qui est très très forte pour l'industrie française, oui, chez PSA par exemple, mais chez Renault, on n'en est pas loin à un certain moment non plus. Il y a donc un vrai intérêt de regarder ce que signifierait pour l'industrie de suivre cette voie-là. Alors Renault hésite entre cette voie allemande et la voie de l'Entry. Il est vrai que la Logan s'est développée chez Renault, mais que ça n'a pas conduit Renault à faire de cela le cœur de sa stratégie, de la même manière que Logan n'a pas été imité, ou très peu, par les autres constructeurs. Ah oui, alors pourquoi justement? C'est une question justement à laquelle vous ne répondez pas peut-être dans le livre, c'est peut-être la seule critique que je pourrais faire, c'est pourquoi d'autres constructeurs n'ont-ils pas imité Logan, qui est toujours un grand succès? Oui, alors nous disons dans le livre que Logan a le potentiel de faire modèle d'une certaine manière. On aurait pu avoir un loganisme comme on a eu un Fordisme finalement, et dire on s'est trompé dans la manière de rechercher la valeur dans l'automobile avec cette histoire du premium. On appelle ça le modèle trickle down, c'est-à-dire le modèle
qui consiste à aborder la quête de la valeur par le haut de gamme, à découvrir les nouvelles orientations qu'il faut donner aux produits, etc., sur le haut de gamme, et puis à faire dégouliner ça vers le bas de gamme ensuite. Voilà, tout à fait. Dans le cas de Logan, C'est l'inverse. c'est l'inverse. On est plutôt trickle up, ça veut dire qu'on se donne pour ambition de faire le juste nécessaire, et c'est seulement ensuite qu'on rajoute les prestations à condition qu'elles soient valorisées par le client, à condition qu'il soit prêt à payer pour. Alors qu'avec le modèle opposé, on fait comme si le client allait apprécier sans en être tout à fait sûr. Tant et si bien que les ambitions qu'on a, et en termes de volume et en termes de prix, sont très souvent déçues. Il y a donc, si vous voulez, un intérêt à regarder Logan comme un modèle ou comme un potentiel modèle, parce que ça permet de mettre le doigt sur certains éléments de crise structurelle de l'industrie automobile. Néanmoins, les convictions managériales, les ingénieries, le commerce est structuré autour du modèle trickle-down. Et par conséquent, revenir sur ce que sont devenus des réflexes pour l'industrie, c'est infiniment compliqué. Et c'est vrai que les imitations que l'on a commencé à voir de Logan dans le reste de l'industrie automobile ne sont pas très convaincantes. Par exemple, la Tata, Toyota a lancé en Inde un modèle qui s'appelle l'Etios, et ça apparaît comme une assez pâle copie de la Logan, d'abord parce que ça y ressemble beaucoup en termes de design, etc., mais aussi et surtout parce qu'ils ne sont pas arrivés à rester dans l'enveloppe. Ils sont aujourd'hui 2 000 € au-dessus en termes de prix de revient. Alors Volkswagen, avec des moyens colossaux, va s'y attaquer aujourd'hui, mais encore une fois, c'est en considérant que ce sera une espèce d'arc, de corde supplémentaire à l'arc commercial de Volkswagen et non pas une stratégie alternative. Il y a donc bien une automobile qui est un peu à la croisée des chemins parce que la voie dominante, c'est clairement l'autoroute stratégique, reste très clairement le premium et la volonté de chercher la valeur d'abord avec les riches et très accessoirement avec les plus pauvres. Néanmoins, il y a cette petite musique Logan qui commence à se faire entendre dans l'industrie et qui indique que il y a peut-être d'autres manières de chercher la valeur. Et bien évidemment, pour les nouveaux entrants chinois, comme pour les nouveaux entrants indiens, cette musique-là a un sens majeur. Parce que c'est évidemment, ça n'est évidemment pas en cherchant à suivre Volkswagen, Audi, Mercedes ou Lexus que réussiront les Tata, les Bajaj ou les Dongfeng. Et par conséquent, regardez avec attention ce qui a été fait avec son entry par Renault, c'est du plus haut intérêt. Et puis au-delà de ça, il y a cette idée qu'il y a une concurrence entre le véhicule d'occasion et le véhicule neuf, que ça a toujours été structurant dans l'industrie automobile, qu'on n'y a pas prêté suffisamment attention en termes de politique publique, qu'on n'y a pas prêté suffisamment attention en termes managériaux, et que c'est une des clés par lesquelles on peut aborder le marché automobile, les pratiques automobiles et finalement la motorisation. Ok. Pour vous, le futur de Logan, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, on a toute une gamme. Comment ça peut évoluer? Moi, je crois, si vous voulez, fondamentalement, que le juste nécessaire a jusqu'ici été défini sur la base de demandes qui étaient essentiellement des demandes des émergents. Nous avons, chez PSA par exemple, un projet qui s'est appelé Cactus, qui est en train de prendre corps dans l'usine de Madrid aujourd'hui, qui consiste à avoir un peu ce type de démarche-là pour des véhicules plus urbains et destinés plutôt aux pays mûrs. Et je crois qu'effectivement, une part importante des clientèles qui sont aujourd'hui encore plutôt acheteurs de véhicules d'occasion parce qu'ils ne voient pas l'intérêt d'aller mettre 15 ou 20 000 € dans un véhicule, expriment, non seulement à travers Logan, mais aussi de manière plus générale, une demande pour des véhicules qui soient moins chers et dotés de prestations qui, certes, seront moins importantes que ce qu'on va trouver sur une 208 ou sur une Clio 4 aujourd'hui, mais qui néanmoins leur suffisent largement. La preuve, c'est que les véhicules d'occasion qu'ils acquièrent d'habitude ne sont pas dotés des dernières innovations dont les véhicules qu'on leur propose neufs sont dotés, et néanmoins ils les achètent. Par conséquent, il y a un repositionnement possible de l'offre automobile autour de concepts comme cela, qui est potentiellement assez porteur de développement et de valeur pour l'industrie automobile, sans demander aux clientèles 40 ou 45 000 €, comme c'est le cas pour des modèles hybrides chez PSA par exemple. Ok. Eh bien, l'avenir nous dira quel modèle va se développer. En attendant, je recommande la lecture de votre livre parce qu'il est vraiment très instructif. Merci, monsieur Julien.